Et si tu donnais des ailes à tes envies avec Diane Da Silva. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Guadeloupe la première, émission Et si tu donnais des ailes à tes envies jusqu'à 20h sur l'antenne de Guadeloupe la première. Mon invité aujourd'hui est Pascal Archimède, il est l'auteur du livre Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap, publié aux éditions Nofi Group. Bonsoir. Bonsoir Diane, Pascal. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir, grand plaisir. Et tu n'es pas venu seul en cette journée de la fête des mères, tu m'as demandé si tu pouvais amener ta maman avec toi. J'ai dit mais bien sûr. Clairement. Bonsoir. Bonsoir Marie-Jo. Comment ça va? Vous permettez que je vous appelle Marie-Jo, hein? Bien sûr, voilà, bien sûr. Je vais dire tu. Ça vous dérange pas, Marie-Jo? Pas du tout. Bon, très bien. Comme ça va être égalité parce que tu, vous, ça va. Ouais. Je suis pas encore DJ. Clairement. Justement, c'est la journée de la fête des mères. J'aimerais bien que tu me parles de ta maman, de ce qu'elle a apporté dans ta vie, Pascal Archimède. Ma mère, c'est tout. Et je pense que sans elle, je ne serais pas là en face de toi. Déjà biologiquement parlant, mais aussi pour tout le soutien qu'elle m'a apporté, que ce soit psychologique, éducatif, etc. Donc ça me paraissait normal qu'elle vienne avec moi, parce qu'en fait on sort de table, pour tout avouer, on sort de table. Merci. Et je lui ai proposé, je lui ai dit mais maman, ce serait bien que tu viennes avec moi le jour de la fête des mères, ouais, que tu m'accompagnes. C'est un beau cadeau, moi je trouve. Hein. Et donc elle est avec moi. Elle est un peu stressée, on va pas mentir, mais ça va. Mais ce qui ne vous dit pas, c'est lui qui a cuisiné. Ah, bien. Il y avait quoi au menu? Alors, je peux dire? Oui, vas-y. Moi, j'ai préparé du lambi avec du riz à base de lait de coco. Bon, très bien, ça donne envie. Voilà, si maman l'a dit, c'est que tout va bien. Ah, merci, oui. Mais alors, Marie-Jo, est-ce que ça veut dire que tu as appris à ton fils à cuisiner ou c'est lui qui s'est débrouillé tout seul comme un grand? Non, je pense qu'il a appris tout seul. Je pense qu'il a appris à cuisiner tout seul. Oui. Quand il était étudiant, je crois qu'il a fallu qu'il se débrouille, donc il a appris à cuisiner. Obligé. Mais c'est vrai qu'à la maison, il ne cuisinait pas trop. En fait, c'était moi. Non, mais moi, j'observais, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est l'apprentissage en regardant. Donc, je la regardais cuisiner et à la limite, comme elle cuisine bien. Hein? Non, mais comme elle cuisine, mais oui, maman, mais oui. Donc, comme elle cuisine bien, donc moi, à la limite, je veux pas non plus lui voler la vedette, donc je la laissais cuisiner. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'apprenais. Et puis quand je me suis retrouvé seul en mode survival, je m'y suis mis. T'as commencé par quoi, des pâtes? Ouais, la classique, les pâtes, les œufs, le riz, pour commencer. Et puis au fur et à mesure, on élabore. Les nouilles chinoises, les nouilles chinoises. Toute une histoire, ça. Mais je crois que ta mère n'est pas la seule référente féminine dans ta vie. Il y a aussi ta grand-mère. Il y a ma grand-mère, effectivement, qui a beaucoup joué au niveau éducatif. De toute façon, comme beaucoup de grand-mères, en fait, en Guadeloupe, la grand-mère, en fait, a un rôle très important. C'est un pilier au sein de la famille. Et effectivement, la mère de ma mère a été un pilier. Et jusqu'à maintenant, parce que même si physiquement elle est partie, mais au niveau de l'éducation, le fait de parler d'elle, de faire des références à, tu te souviens, avec grand-mère, avec mamie, etc., on faisait ça, quelque part en fait, elle continue à vivre dans nos vies et dans notre inconscient et elle est présente en fait. Elle est présente. Marie-Jo, qu'est-ce que votre maman vous a transmis comme valeur que vous avez transmis à votre fils? Qui était important pour vous? Les valeurs, donc une bonne éducation, le respect de soi d'abord et des autres ensuite, et puis le goût du travail, le goût de l'effort, savoir qu'on n'obtient pas quelque chose comme ça, qu'il faut se donner les moyens de réussir. Donc c'est ce que j'ai fait pour lui, c'est ce que j'ai fait pour ses frères et sœurs, leur donner le goût du travail, le goût de l'effort et surtout le goût de la réussite. Qu'est-ce que toi, je crois que tu as des enfants? Oui. Qu'est-ce que toi tu transmets à tes enfants? Ce qu'on m'a donné. Ce qu'on t'a donné. Je retransmets. En fait, c'est vraiment le système d'éducation. J'essaie de retransmettre en fait ce que ma mère m'a transmis et ce que sa mère lui a transmis et très certainement ce que sa mère lui avait transmis. Donc en fait, c'est vraiment générationnel en fait. L'éducation, c'est vraiment quelque chose de générationnel, d'intergénérationnel. Intergénérationnel. Tu l'as dit, hein, tu es parti à un moment donné, tu as quitté la Guadeloupe pour l'ailleurs, donc pour tes études, là où tu as appris à faire tes pâtes et tes nouilles chinoises. Cette période-là, comment tu te développes en tant que jeune homme?
Qu'est-ce que tu apprends sur toi à cette période-là? Déjà, en fait, je quitte la Guadeloupe. Alors, je décroche mon bac. En fait, je grandis en gros. J'ai grandi en fait à Pointe-à-Pitre-Rézé. Et en 94, je décroche mon bac donc à Bainbridge. Et la première année, en fait, je rejoins en fait une école à Barbade, une école de commerce. Et là, en fait, j'ai 19 ans. Je me retrouve seul. Enfin, je voyage avec mon cousin. Et là, en fait, c'est la découverte, en fait. Parce on grandit tous les deux, en fait, avec nos parents. Et là, on se retrouve seul. Et on doit se démerder, on doit se débrouiller. Et en fait, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'en fait, en tout cas, ça a été le début d'une forme d'indépendance, quoi. Une forme d'indépendance. Donc, on apprend un peu qui on est, on apprend à vivre seul, loin des parents, même si Barbade, c'est pas trop loin de la Guadeloupe, mais bon, quand même, quoi. J'y retournais pas tous les week-ends. Et là, en fait, on apprend à vivre, à survivre. On est au contact d'une autre culture, parce que bon, là, on est dans un milieu anglophone, donc la culture n'est pas la même, l'approche n'est pas la même. Il faut plus aller vers les gens, parce que bon, les gens vivent leur vie, ils sont pas là à attendre que Pascal arrive à Barbade pour qu'on commence à vivre. Donc, quelque part, en fait, on s'émancipe. Ça a vraiment été une expérience d'émancipation et de découverte culturelle, et le fait d'aller aussi vers les gens, ça développe en fait des compétences ou des... caractère aussi, des caractères. Ouais, c'est ça, exactement. Quel type de caractère, alors? Qui tu étais avant de partir et qui tu étais après, en fait, Je pense qu'au niveau ouverture d'esprit, parce que moi, j'ai grandi à Pointe-à-Pitre-Rézé, mais j'avais des potes partout. Donc, j'ai jamais eu vraiment de problème pour socialiser. Et justement, peut-être que cet aspect de ma personnalité m'a permis de vivre et de naviguer vraiment en terrain connu, j'ai envie de te dire. Marie-Jo, quand tu vois ton fils comme ça partir, se débrouiller tout seul, toi, comment tu as vécu ce moment-là en tant que maman? Ça a été difficile, mais je ne me faisais pas trop de soucis parce que il allait dans un pays anglophone. Il avait souhaité, et déjà petit, dès l'âge de 3 ans, il avait le goût de la langue anglaise. D'ailleurs, il a passé plusieurs séjours dans des pays anglophones. Tu es allé à Antigua, tu es allé aux États-Unis, à Trinidad et aux États-Unis. Donc, et puis bon, comme il se débrouillait déjà très bien, je ne me faisais pas trop de soucis pour lui. Mais il y a quand même une certaine ouverture d'esprit, et puis c'est aussi l'éducation qui veut ça. Exactement. Il avait appris quand même, je leur avais appris quand même à mes enfants à être indépendants, à se débrouiller seuls. Donc ils partaient, il y avait bien sûr la séparation, mais au-delà de ça, je lui faisais confiance en fait. Je lui faisais confiance. En 2024, comment vous voyez votre fils ? En 2024, comment je le vois? Alors, je vois un comment homme. Vous le percevez? Je vois un homme. Je le retrouve avec ses caractéristiques d'enfant à certains moments, puisqu'il est très taquin, il a le rire. Mais c'est un homme qui a travaillé et qui a réussi sa vie, qui a fondé une famille. Voilà. Mais bien sûr, je ne peux pas le voir comme un gamin, c'est un adulte. Je vois un homme. Un homme responsable. Ouais. Voilà. Un homme responsable et qui en veut et qui se donne les moyens de réussir. Comme on dirait en anglais, I'm speechless. Je n'ai rien à dire. Sans voix. C'est enregistré. En plus. Pascal Archimède, donc mon invité jusqu'à 19h sur Guadeloupe la première, écrivain, donc auteur de 2 livres. Le premier livre, que je retrouve mes notes. Musique en formation linguistique professionnelle, une approche innovante, publiée aux éditions Lambert Académique Publishing, ça c'était en 2014, et Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap, publié aux éditions Nofi Group. On va en parler. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus sur toi, Pascal? Ça dépend, qu'est-ce que tu veux savoir? Parce non, c'est toi. C'est large, moi je ne te connais pas, on va dire, je n'avais pas regardé ce qu'il y avait sur Internet. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi là, aujourd'hui particulièrement? Au-delà du fait que tu sois auteur de ces 2 livres, qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre sur toi? Je suis formateur en anglais. Je suis formateur en anglais depuis bientôt 20 ans. Donc je fais aussi de la traduction et de l'interprétariat. Et je touche un peu au journalisme en travaillant avec un média qui s'appelle Nofi, qui est un média en fait sur les réseaux sociaux, principalement, un média en ligne, avec, Nofi en gros en chiffres, c'est 1,3 million d'abonnés sur Facebook et 250 000
sur Instagram et on fait la promotion de la culture noire en général. Noir. La beauté de la culture noire. Noir et fier. Noir et fier, voilà, Noir et fier, c'est ça. Nos filles. On va reprendre cette interview dans quelques secondes. Je voudrais faire écouter quelque chose et je voudrais ta réaction et ensuite on passera les promos. Mais pour l'instant, ce petit audio. Me personally, I'm an ESL trainer originally, and I'm the inventor of a method based on music. All right, so I'm traveling around the world to promote my what I'm doing, and at the same time, I'm working on my second book, which will be entitled "History of Black Americans from Plantations to Rap Culture," which means that I'm studying the evolution of black people. From plantation to rap culture, that's deep. Yeah, so we go from work songs to rap music today. All right, that's just the presentation. That's deep, and What about the mentality, though? I'm speaking about this also. Okay, good. Yeah, I'm like, that's deep. You talking about the plantation of rap culture? Yeah, exactly. Brother, exactly. that's deep. All right, I want you send me that book. I will definitely send it to you. Are you gonna have one in English? So in fact, what I'm doing is that I'm working in French and in English. So definitely you will get yours. Okay, nice. We will get back in touch. Don't worry. It's the first time, but not the last time that we meet. All right, I like it. Alors, le contexte, qui c'est et qu'est-ce que vous vous dites? Alors, le contexte, en fait, donc c'est Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, qui était en fait de passage à Paris en 2017 pour la promotion de son film Girls Trip. Donc moi, je travaillais pour nos filles, en tout cas avec nos filles, toujours, mais à cette époque-là. Et donc, je la rencontre justement pour l'interviewer. Et donc, avant l'interview, en fait, en gros, on a 8 minutes d'interview, mais je considère qu'en fait, il faut que je me présente, quoi. Il faut qu'on parle, enfin. Voilà, je veux pas juste arriver. Tu veux saisir une opportunité? Pas forcément d'ailleurs. C'est pas vraiment ça. L'idée, c'était pas saisir une opportunité. C'était juste, on est face à face. On est tous les deux noirs. On a une histoire commune. Et faut qu'on se connaisse, quoi. Enfin, je te connais. Faut que tu saches qui te parle. Et donc, je lui parle, en fait, de mon projet de livre. Donc, le livre Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap. Et donc je lui en parle, je lui dis voilà, voilà, j'ai déjà écrit un premier livre, j'ai eu l'occasion d'aller le présenter justement en Europe dans des colloques internationaux sur l'innovation en langue étrangère. Et voilà, là je suis en train de travailler sur un livre et je lui donne le titre en fait, je lui dis des plantations à la culture rap. Et elle me dit waouh, des plantations à la culture rap, mais c'est puissant ce que tu vas faire là. Et en fait, on commence à discuter. Enfin, elle me dit ouais, mais est-ce que le côté sociologique aussi sera étudié ou est-ce que ce sera quelque chose de vachement théorique? Et je lui dis non, que tout est étudié. Et elle me dit ouais, mais ton livre, il va falloir que tu me l'envoies. Je lui dis de toute façon, et elle me demande est-ce qu'il sera en anglais. Je lui dis de toute façon, moi d'une manière générale, tout ce que je fais, j'écris en français et en anglais, donc t'inquiète, tu l'auras le livre, je te l'enverrai en anglais. Et t'inquiète, c'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois qu'on se rencontrera. Et là, elle rigole, et puis bon, voilà, quoi. Elle a eu le livre, tu lui as envoyé? Oui, elle l'a eu. Ouais. Voilà, si sinon entrer en matière, donc, pour parler notamment de ce livre, Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap, publié aux éditions Nos Filles Group. Et ça a fait bien sourire, Pascal, de réentendre cette interview. Il est 18h28. Et si tu donnais des ailes à tes envies avec Diane Da Silva? Donc tu nous as raconté cette histoire avec Jada Pinkett Smith, Pascal Archimède. Donc comme je l'ai dit hors antenne, moi j'ai aimé cette audace. Et ta mère m'a dit oui c'est ça, mais c'est mon fils. C'est bien, je le reconnais. L'audace justement, ça permet justement de donner des ailes à ses envies, comme l'indique le titre de mon émission. Il faut donner des ailes à tes envies. Clairement. Et puis des histoires comme ça, des anecdotes comme ça, il faudrait que tu m'invites une autre fois. Et j'en ai plein des histoires comme ça. Hein. Notamment, je peux t'en raconter une. Vas-y. J'avais une idée de programme en fait. Donc on était en pleine période Covid. À l'époque, j'habitais à Miami. Et je voulais en fait interviewer Danny Glover, l'acteur. Et donc, j'ai une copine en fait qui était de passage juste avant le Covid, qui me donne son numéro de téléphone puisqu'il habitait à San Francisco à l'époque. Et elle me dit tu sais quoi, voilà c'est le numéro de Danny, je devais l'interviewer, passe-lui un coup de fil, gère avec lui, c'est un mec qui est cool et tout. Donc moi pendant 1 mois, 2 mois j'appelle, je laisse des messages et tout. Et bon il répond pas, mais tu sais il y a 3 heures de décalage entre Miami, côte est, côte ouest, entre Miami et San Francisco. Et donc un soir, donc j'appelle une énième fois. Et je laisse un énième message et je vais me coucher, il est peut-être 8 heures du soir
non, il était 11h du soir, donc il devait être 8h du soir du côté de San Francisco. Et mon téléphone sonne. Et je vois Danny Glover. Je me dis, bon, Pascal, soit c'est Danny et il va falloir en 8 secondes le convaincre de ton projet, soit c'est quelqu'un, c'est pas Danny, et cette personne est sur le point de te dire, bon, écoutez, monsieur, ça fait 2 mois que vous me harcelez, il va falloir arrêter, sinon, police, quoi. Et donc, le téléphone sonne, donc je réponds, et je reconnais sa voix. Et tout de suite, je lui dis, mais Danny, mais comment tu vas, mon frère? Ça fait un moment que j'essaie de te joindre. Et là, il commence à me dire, ouais, non, mais ça va. Tu sais, je faisais ci, je faisais ça. Donc, on reste 5 minutes à discuter. Et il me dit, mais en fait, tu m'appelais pourquoi? Et je lui dis, ouais, j'ai un projet, j'aurais aimé faire des interviews, interviewer, etc. J'ai une idée de programme via Zoom, etc., etc. Et il me dit, mais ça paraît pas mal, ton idée, là. Quand est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Donc moi, on est mercredi, je lui dis, bon, tu sais quoi, bon, le temps de préparer les questions, je me dis, bon, lundi, il me dit, waouh, Pascal, tu sais quoi, j'ai un problème, je peux le faire que vendredi. C'est bon pour toi? Bien entendu que c'est bon pour moi. Attendez, je regarde même pour mon agenda. Et donc, du coup, en fait, je me suis retrouvé à l'interviewer et à partir de là, ça m'a ouvert, en fait, des portes au niveau de la diaspora noire afro-américaine, parce qu'à partir du moment où lui il valide. En plus, il commençait l'entretien en disant This is Danny Glover, check out my interview with Pascal Archimède, blablabla. Donc, quelque part, en fait, il m'ouvrait des portes. Et à partir de là, par rapport à mon programme, j'ai eu pas mal d'autres personnes comme Tito Jackson, le frère de Michael, j'ai eu Mr. Vegas, enfin, j'ai eu beaucoup d'invités. Mais c'est lui qui m'a quelque part ouvert la voie, quoi. Et je reviens sur ce dont on parlait au départ. Effectivement, peut-être que si je n'avais pas été aussi audacieux, entre guillemets, ben peut-être que tout ça ne se serait pas concrétisé. Le livre, je le rappelle, s'intitule « Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap », publié aux éditions Nofi Group. Marie-Jo, quand ton fils t'annonce qu'il veut écrire un 2e livre et qu'il veut traiter de ce sujet, toi, comment tu reçois cette annonce? Alors, j'ai été emballée tout de suite. Et il peut te le dire, j'ai aidé à la rédaction du livre, et on a travaillé dessus comme ça d'arrache-pied pendant 3 mois, 3-4 mois, ouais. 3-4 mois en continu. Ouais. Donc j'ai trouvé que c'était un bon projet, j'ai lu, je lui ai dit que c'était ok, je l'encourageais à continuer, puis voilà, le résultat est là. Marie-Jo, est-ce que tu peux dire justement aux auditeurs de quoi il en retourne? Parler du livre rapidement. Alors c'est l'histoire de la musique noire américaine, des plantations à la culture rap. On parle des chants déjà dans les plantations. Ensuite l'évolution de la musique, le blues, le jazz, et jusqu'au rap qu'il adore d'ailleurs et dont il peut parler mieux que moi. T'es rappeur? T'as été rappeur de notre vie? Non, mais bon, il adore le rap. Non, j'adore le rap en tant que... Non, j'adore le rap. Bon, j'ai grandi, en fait, moi, c'est la génération rap, hein. Je suis des années fin 70, le rap aussi apparaît plus ou moins à cette période-là. Donc, je grandis, en fait, avec le rap. En 84, je regardais Sidney HIP, que lui aussi, j'ai eu l'occasion d'interviewer. Que l'on peut retrouver sur YouTube, notamment. Oui, toutes ces vidéos sont disponibles sur YouTube. Et non, pour moi, voilà, c'est bon. De toute façon, rapidement, effectivement, donc je continue en fait ce que maman disait. En gros, le livre en fait retrace l'histoire de la communauté afro-américaine sur le continent américain à travers les différents types de musique que cette communauté a créé. Donc des work songs. Donc c'est en 3 parties, hein. Oui, c'est en 3 parties. Donc des work songs en fait, chants de travail sur les plantations jusqu'au rap aujourd'hui, en passant par le jazz, le blues, le gospel, les Negro spirituals, etc., etc. Je voudrais que tu me parles de la couverture, du choix de ces photos. La couverture, donc ça vient de moi, c'est comme ça que je l'imaginais en tout cas. L'idée en fait, donc il y a la carte de l'Afrique, donc en haut, donc je pars en fait au niveau de la recherche, je pars depuis 1619, donc l'arrivée en fait des premiers Africains de l'Ouest qui arrivent en fait à Jamestown en Virginie, donc on les voit déjà sur les plantations. Ensuite, 2e étape, donc l'étape du jazz où on voit un jazzman, et 3e étape on voit Tupac qui pour moi représente le rap. Vous écoutez Guadeloupe la première et on plonge dans l'univers de ce livre qui, je rappelle, s'intitule « Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap » de Pascal Archimède.
like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere. People pissing on the fence, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance a tango, skipped the life and dango, a zircon princess, seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell the stories to the girls back home. She went to the city and got so diddy, she had to get a pitch, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing bad, stole my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît, j'espère en tout cas. Bien sûr, un classique. De qui s'agit-il? Donc, Grandmaster Flash and the Furious Five. Ça, c'est toi qui l'as choisi. Oui, et c'est le titre en fait, c'est The Message, qui est sorti en 1982. Alors pourquoi tu l'as choisi? Le contexte en fait. Le contexte en fait, on est en 1982. Le rap se politise, se radicalise entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait en 81, Ronald Reagan devient président, donc les républicains reviennent au pouvoir. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Le système de ghetto s'intensifie aux États-Unis. Et puis bon, il y a le son The Message, un rappeur en fait en gros qui représente en fait au nom de la communauté, au sein de la communauté noire, et qui c'est comme un appel en fait. Regardez dans quel état on vit, regardez dans quelles conditions nous vivons. Il y en a marre quoi. Quand tu décides d'écrire ce livre, Pascal, tu te plonges évidemment dans plein de bouquins, tu fais beaucoup de recherches. Qu'est-ce qui te surprend, qu'est-ce qui attire ton attention pendant ces recherches? Ben déjà alors les recherches entre guillemets, je dirais que je les ai commencées parce qu'en fait c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le parcours en lui-même. Après donc Barbade, donc l'école de commerce, je rentre en Martinique où je vais décrocher en fait un master en anglais, spécialité civilisation américaine. Et c'est là que je me plonge en fait dans l'histoire de l'Amérique noire et notamment de leur musique. Et la question que je me pose, mais pourquoi en fait attendre d'arriver jusqu'au master pour apprendre en fait une histoire aussi importante et aussi proche de ce que moi je vis en tant que Guadeloupéen? Parce que nos histoires sont similaires en fait. Quelque part en fait nos ancêtres sont partis plus ou moins sur les mêmes bateaux. Le seul problème c'est que la destination finale n'était pas la même. Donc du coup on a été séparés intellectuellement, géographiquement, linguistiquement. Et je me dis, depuis cette époque-là, je me dis déjà, waouh, ce serait bien que j'écrive quelque chose, que je démocratise, que je vulgarise, entre guillemets, pas vulgaire, mais dans le sens démocratiser, en fait, cette connaissance. Et la rendre accessible à un maximum de personnes. Donc déjà,
à l'époque, l'idée germait déjà. Et je me suis dit, bon, et c'est quelques années après que je m'y mets. Et effectivement, donc, je lis un certain nombre de livres. Et pour répondre à ta question, c'est la ressemblance, en fait, d'histoires. Nos histoires sont tellement similaires on devrait apprendre, en fait, tout ça ici en Guadeloupe, quoi. Avant, peut-être, alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique, bien entendu. Mais peut-être qu'avant d'apprendre nos ancêtres les Gaulois, ce serait bien d'apprendre l'histoire des Noirs américains. Et je me dis que justement, ce livre pourrait permettre de pallier en fait ce manque de connaissances, d'instruction qu'on devrait avoir. On devrait connaître leur histoire peut-être avant d'apprendre l'histoire d'Europe, etc., quoi. Marie-Jo, quand tu lis, quand tu commences à travailler sur ce livre avec ton fils, toi, tu apprends quoi? Alors, j'apprends justement ce qu'il dit, cette histoire de l'Amérique que j'ignorais. Rapproche un petit peu du micro. Cette histoire des Noirs américains, mais je trouve quand même des ressemblances avec notre histoire, ce que nous avons vécu, comme il le dit d'ailleurs. Nous avons une histoire commune, mais avec des différences linguistiques, comme il dit, et autres. Mais c'est vrai que je me suis passionnée, puis on est allé jusqu'au bout. Je l'ai aidé à aller jusqu'au bout du projet. Donc là, c'est la musique qui raconte l'histoire des États-Unis, mais finalement pas que les États-Unis, puisque la musique américaine, les Américains influencent le monde. Quand tu commences à faire tes recherches sur les chansons, qu'est-ce que tu vois comme évolution? Ce que je vois surtout, c'est que les premières musiques, en fait, parce que moi je parle depuis les work songs sur les plantations, donc les chants de travail, c'était une musique qui fédérait. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent cette musique-là parce qu'en fait, ils travaillent ensemble et ils deviennent un peuple, en fait, une nation, en fait, autour de cette musique. Sauf qu'au fur et à mesure, on réalise que la musique étant à l'image de l'évolution de la société, ce côté fédérateur et ce côté communautaire disparaîtra au fur et à mesure. Donc pour moi, il ira peut-être jusqu'aux années 60, à l'époque de la lutte pour les droits civiques. Mais aujourd'hui, quand on écoute la musique, aujourd'hui le rap est encore une fois le rap médiatisé parce qu'il existe un rap underground qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ne veut pas faire entendre. Mais en tout cas, le rap médiatisé aujourd'hui met en avant l'argent facile et devient finalement un outil qui sert le capitalisme. Donc pour moi, en fait, pour répondre à ta question, on est peut-être parti d'une musique fédératrice à une musique quelque part qui divise, individualiste et sans compter aussi que le rap, malheureusement, en tout cas une partie du rap médiatisé aujourd'hui, c'est la seule musique en fait qui promeut ce qu'on appelle de black on black crime, le meurtre et le crime des Noirs envers les Noirs. Donc quelque part, c'est pour ça que ma question aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas passé d'une musique fédératrice à une musique qui, certains en tout cas, qui divise? Vous écoutez Guadeloupe la première, 18h45, autre sélection musicale de Pascal Archimède, c'est Tupac avec Dear Mama. When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted a month and 3 days before Tupac was born. I was real happy because I had a son. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see her face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet dear mama. Please, no one above you, you all appreciate it. Your
Don't you know we love you? Now ain't nobody tell us it was fair. No love from my daddy cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. Pourquoi as-tu choisi de nous faire écouter cette chanson? Deux raisons. Déjà, Tupac, parce que comme je te disais tout à l'heure, je considère que Tupac représente en tout cas le rap, une forme de rap militant. Et Dear Mama, parce que il parle de sa mère. Donc ça tombait nickel. En plus, j'adore cette chanson. Et il raconte en fait, en gros, que sans sa mère, il serait pas là où il est et qui il est. Donc en fait, il résume un peu ce que je te disais en début de conversation. L'importance en fait de la mère dans la construction, dans sa construction en tant qu'homme. Jada Pinkett Smith disait donc dans les chances que vous avez eues, est-ce que tu allais parler de la santé mentale? Le côté sociologique. Côté sociologique, oui. Est-ce qu'il en est question et comment tu abordes ce sujet-là justement? Ces différents axes. Oui, donc le côté sociologique, oui, effectivement, parce que il m'a fallu quand même plonger aussi dans le monde et rencontrer en fait un certain nombre d'Afro-Américains pour pouvoir comprendre en fait leur culture de manière à vraiment à ce que le livre en fait soit vraiment une photographie de ce qu'ils vivent en fait. Et pour répondre à ta question, donc moi je suis parti aux États-Unis donc pour promouvoir le livre parce que là il y a une version française, une version anglaise et le livre a très bien été accueilli, donc ça veut dire très certainement que le côté sociologique a été abordé puisqu'il s'y retrouve en fait dans le livre. Et donc pour la petite histoire, parce que on est sur les anecdotes, quand j'arrive aux États-Unis, donc alors au niveau de la promotion en fait du livre, quand le livre sort, on est en France. Dans ma logique en fait de promotion, je vois local, national, international. Par local, je veux dire la communauté afro et afro-caribéenne en région parisienne et plus. Ils représentent François, Télé-Sud, Tropique FM, Amina, Brune, etc. Tout le monde, ça fonctionne. Ensuite, je pars en fait sur le national et donc j'envoie un certain nombre d'exemplaires. Pas de retour malheureusement. Peut-être qu'à l'époque la poste était en grève, je sais pas. Et donc quelques mois après, en fait, je pars à Miami m'installer où je vivrai 4 ans. Et là, en fait, arrivé sur place, je contacte en fait des médias afro-américains. Il y a un premier article qui sort dans le Tennessee, dans un journal qui s'appelle le Tennessee Tribune. Le lendemain, ce même article en fait est relayé sur tout le territoire national par la NNPA, qui est en fait le lobby de la presse noire aux États-Unis. Et à partir de là, en fait, je suis contacté par des médias. Et là, tu as en fait des articles qui sortent et des entretiens qui sortent en fait dans pas mal de grandes villes aux États-Unis, donc Philadelphie, Miami, New York, Los Angeles, Dallas, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, l'ouvrage, la version anglaise en tout cas, est référencée à l'université de Princeton, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent en fait à Princeton. Donc je pense, pour répondre à ta question, je pense que l'aspect sociologique a été abordé et ça leur a plu apparemment, puisque aujourd'hui, il est en fait à Princeton et il est aussi dans d'autres bibliothèques, notamment des bibliothèques à New York, etc., etc. Alors justement, donc nous, tu l'as écrit en français, donc on découvre l'histoire américaine, on découvre à travers la musique, à travers les choix musicaux, à travers son histoire sociale et historique et économique aussi, puisque c'est aussi un lien. Les Américains, en fait, eux, quand ils lisent ton livre, est-ce qu'ils apprennent quelque chose sur l'histoire du rap? Est-ce que forcément tous les Américains sont au courant? Je parle pas de couleur de peau, je dis les Américains en général. Est-ce qu'ils connaissent vraiment, véritablement leur histoire de la musique, du rap, leur histoire aussi historique? Pas forcément, et c'est pour ça que aujourd'hui, donc notamment à l'université de Princeton, le livre en fait est référencé, mais dans des domaines, donc tout ce qui est sociologie, musique noire, etc. Donc effectivement, je pense qu'il y a un apport, il y a peut-être des choses qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ne savent pas et qu'ils retrouveront en fait dans ce livre. On va écouter le dernier extrait que tu as prévu. C'est pas un extrait, c'est moi qui vais faire un extrait de ce titre en tout cas. C'est Sizzla sur Guadeloupe la Première. Et si tu donnais des ailes à tes envies sur Guadeloupe la Première tous les week-ends entre 17 et 20h. Hey mama, hi mama. Oh my,
Oh, mama, don't cry. Gonna keep you burning flame so high. Reaching out to all the mothers in the world. Sometimes it's just the way things are to be, yeah. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Give you all my love, oh yeah. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Listen my words and my uttering. Mama, I will never let you down. I'll never go away. I'll always be around. You know why you do it, such love that you found. I'm always gonna let you wear that crown. Through the roughest of times, you maintain your calm towards your only end, while sheltering me from the storm. And when it's cold, you wrap me in a towel so warm. Oh my, I'm so glad I was born. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Give you all my love, oh yeah. Oh, thank you, mama, for the 9 months you carried me through. All those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, only you. This is my word. I'm gonna make you so proud. I'm gonna make you so proud. So proud, voilà. Excusez-moi mon anglais, monsieur. That's all right. Sounds good. Sounds good. Sizzla sur Guadeloupe la première. Voilà, bah, une explication aussi sur ce troisième Thank choix. You Mama, Oui. sorti en 2002, Sizzla, bon, Fête des mères, mais bon, je voulais aussi sortir du contexte du rap parce que moi j'écoute beaucoup de reggae. Pourquoi? Parce que bon, c'est une musique consciente. J'adore le reggae, j'écoute du reggae, ça me calme. Je suis déjà parti en Jamaïque plusieurs fois dans des festivals. En fait, faire un festival pour moi, faire un festival en Jamaïque, je pense que ça donne la même vibe que quelqu'un, en fait, qu'un croyant qui sort de la Mecque, de l'église ou de je sais pas. C'est cette impression, en fait, de fulfillment, je sais pas comment on pourrait traduire ça en fait en français. Je ne peux pas t'aider. De bien-être en fait, une forme de bien-être. Et puis bon, je trouve malheureusement que le reggae n'est pas assez médiatisé. Je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin de conscience, on a besoin d'être conscientisé, on a besoin de culture, on a besoin je pense en fait notamment à Marcus Garvey qui disait qu'un peuple ignorant de son histoire et de son passé comme un arbre sans racines. On a besoin de ce type de musique-là pour nous élever, pour se comprendre, mieux se comprendre et pour s'élever, quoi. La Jamaïque a une relation aussi avec les États-Unis et Bien le sûr. rap. Bien sûr, parce qu'effectivement, quand le rap naît dans les années 70 dans les ghettos de New York, à l'époque, en fait, donc, un peu pour revenir à l'histoire, il y a des block parties qui sont organisés. Donc un peu en fait comme des sound systems, c'est-à-dire qu'on bloque une rue, on branche la sono sur les réverbères et tout, et on a un DJ en fait qui joue de la musique à l'image en fait de ce qui se passe en Jamaïque. Donc parce qu'il y a beaucoup de Caribéens, Jamaïcains, Barbadiens qui vivent à cette époque-là en fait et jusqu'à maintenant dans les ghettos new-yorkais. Et ne voilà-t-il pas qu'en fait les gens viennent mais ils écoutent en fait juste le DJ, et donc les organisateurs sont pas satisfaits, ils se disent ouais mais nous on était là pour faire danser les gens. Donc ils font appel à un MC, quelqu'un qui vient, qui prend le micro et qui chauffe la foule, et finalement en fait au fur et à mesure du temps le MC deviendra rappeur. Maman, Marie-Jo, oui. Est-ce que tu es incollable maintenant dans le rap? Oh non, pas du tout, pas particulièrement. J'aime bien le reggae. Et à propos du reggae, j'ai eu une anecdote à la mort de Bob Marley. Il avait 5 ans. Et le lendemain du décès de Bob Marley, il me dit « Maman, à partir de maintenant, je ne mange plus de viande. » Mais non. Alors, est-ce qu'il écoutait Bob Marley? Est-ce qu'il écoutait, il aimait déjà le reggae, je vous jure. Je lui ai dit « Tu ne manges plus de viande ?» Non, je ne veux pas. Et depuis, il ne mange plus de viande depuis l'âge de 5 ans. Mais il mangeait l'ambi.
Oui, que je considère pas comme de la viande. Un livre à découvrir, à lire donc, Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap, de Pascal Archimède, publié aux éditions Nofi Group. Vous retrouvez des interviews sur la page YouTube de Nofi et également sur la page de Pascal Archimède, et puis même TikTok aussi. Il y a des interviews, donc vous pouvez y aller. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur ton livre, Pascal? Oui, alors là... T'en as beaucoup parlé, il y a beaucoup d'interviews, mais qu'est-ce que tu aimerais dire de plus? Juste une chose, en fait, c'est remercier les gens qui m'ont accompagné, en fait, dans ce travail, notamment, en fait, la préface qui a été écrite par Lino d'Arsenic, qui faisait partie du collectif Secteur A. Voilà. J'ai trouvé très joli ce qu'il a écrit. J'ai voulu le lire, mais voilà, je me suis dit, enfin, on va laisser. On va laisser les gens découvrir, parce que c'est vraiment très beau ce qu'il a écrit. Merci beaucoup d'être venu, Pascal. C'est moi qui te remercie de nous avoir invités. Avec grand plaisir. De nous avoir reçus. Avec un grand plaisir, Marie-Jo, merci beaucoup. Et merci Pascal. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Le livre est disponible en ligne. Et aussi à Cultura ici en Guadeloupe. Bien sûr, il y a la FNAC et autres librairies. Et chez Lion Shop, Pointe-à-Pitre, oui. Tu sais déjà. Il y en a quoi. Voilà, merci beaucoup.